Nouvelle vidéo aujourd'hui, on va parler du 50-50. Le 50-50, qu'est-ce que c'est? On s'associe à deux pour créer une entreprise et on a chacun la moitié des parts. Donc je vais vous donner mon avis sur le 50-50. Je vais vous donner des exemples précis de ce qui est arrivé à des franchisés sur les 17 dernières années qui ont opté sur le 50-50. Moi-même, j'ai créé une société avec ma femme depuis 15 ans maintenant et j'ai 60%, elle 40%. Le but, il est assez simple en fait. La société perdure même s'il y a des discordes. Imaginez qu'on n'est pas d'accord et on est sur du 50-50 dans une situation de blocage puisque personne n'a l'ascendant sur l'autre en termes de parts. Donc si on n'a pas de consensus, on est bloqué, on ne peut pas avancer. Imaginez, chaque année, une société, quand elle fait son bilan, elle doit valider les comptes. Imaginez que deux associés ne soient pas d'accord et qu'ils ne valident pas les comptes, ils seraient dans l'obligation de rembourser toutes les rémunérations qu'ils se sont perçues. Ce qui est très important dans ce système-là, c'est de bien comprendre le mécanisme d'une entreprise. Souvent, on essaye de faire un parallèle avec une entreprise, c'est comme un couple, on est deux. Dans un couple, on peut avoir des divergences, des choses comme ça. Dans une entreprise, elle ne peut qu'avancer, elle ne peut que développer. Et donc, si derrière, on a un associé qui bloque les décisions importantes en ne donnant pas de réponse, on est bloqué, on ne peut pas avancer. Le but, c'est pour ça que je déconseille, moi, le 50-50, c'est d'avoir une situation où à chaque fois, on a quelqu'un qui peut trancher. Ça va trancher, chérie! Envoyer une décision sans qu'on soit bloqué et qu'on soit sur du statu quo. On a des franchisés en Ile-de-France qui sont à 50-50 sur plusieurs sociétés. Tout va bien. Jusqu'au jour où il y en a un qui décide d'en avoir un peu marre de travailler et donc d'arrêter de travailler. Et il va monter d'autres structures. Et les autres structures qu'il va monter, il va détourner de l'argent de la première société pour les mettre sur la deuxième, dans lequel son autre associé n'a pas de part. Imaginez, j'ai un restaurant, je fais des notes de frais de 10 ou 15 000 euros tous les mois sur le restaurant, donc en fait je détourne du chiffre d'affaires de l'une pour créer du chiffre d'affaires artificiel de l'autre. Donc vous imaginez bien que des situations comme ça, elles ne peuvent pas durer. Et derrière, qu'est-ce qui va se passer? La seule solution, c'est que celui qui reste rachète les parts de l'autre, mais l'autre n'a pas un intérêt à vendre. Et donc il peut rester dans une situation comme ça, puisqu'il prend sa rémunération. Derrière, il fait des frais. Et qu'est-ce qui va se passer en fait? Il va jouer sur celui qui veut rester pour essayer d'obtenir un prix de rachat de ses parts hors marché. Et c'est ce qu'on va retrouver dans pas mal des exemples que je vais vous donner. À chaque fois, c'est pour ça que ça se finit pas forcément bien quand on fait du 50-50, parce que derrière, celui qui veut partir essaye entre guillemets d'embêter celui qui reste pour qu'on ait un rachat le plus cher possible. Donc c'est pas le but du jeu quand on crée une boîte. Autre exemple qu'on peut avoir, c'est aussi une mauvaise définition des rôles dès le départ. Deux associés, l'un qui dit « moi je m'occupe du commerce » et l'autre « je m'occupe de la gestion de l'entreprise ». Maintenant je vais traduire pour tout le monde. Le postulat de départ, on peut se dire que c'est pas mal. Il y en a un qui rapporte l'intégralité du chiffre d'affaires, qui permet à la société de payer ses charges et de payer les associés. Et l'autre fait une gestion courante de l'entreprise, qui peut en fait être déléguée pour 5 à 10 000 euros par mois, à un comptable. Et donc, la répartition des rôles dès le démarrage n'est pas bonne, puisque on a une personne qui est essentielle et on a une personne qui, derrière, fait un travail qui n'est pas un travail à temps complet et qui n'a pas de valeur ajoutée, puisque ne génère pas de chiffre d'affaires. Cette situation, elle a duré 2 ans et demi. Il a fallu avoir un rachat hors marché, donc encore cher, pour pouvoir évincer celui qui faisait la partie administrative de la société. Qui est votre associé? Est-ce que vous avez déjà travaillé avec lui? Comment il se comporte dans le milieu professionnel? C'est important. On va pas s'associer avec son beau-frère, avec qui on a fait griller des merguez le dimanche. Ça, c'est un élément qui est vraiment important. Vous allez vous rendre compte qu'en vous disant « je le connaissais pas sous tel et tel trait de caractère », ah oui, mais c'est logique, quand on est dans du loisir, on n'est pas dans du milieu professionnel. Faites attention, quand il y a de l'argent en jeu, les gens peuvent changer et donc c'est important de se prémunir de ça. Maintenant, je vais vous parler d'un autre exemple. On va parler d'un exemple de couple. Donc, on a un couple qui monte une agence. L'agence existe depuis 10 ans. C'est une agence qui fait des métiers de la vente, de la location et de la gestion. C'est important pour la suite. Et ils décident de se séparer. Et bien évidemment, ils étaient en 50-50. Donc, qu'est-ce qui se passe? On en a un qui, entre guillemets, veut nuire à l'autre. Et donc, sa stratégie est de faire fermer la société. Donc, quelle stratégie elle va prendre en compte?
En fait, c'est assez simple. Vis-à-vis de nous, ils sont 2 au contrat de franchise et ils sont en 50-50. Ils doivent faire une assemblée générale pour valider le renouvellement du contrat et commencent à bloquer et à pas répondre et à dire qu'elle n'est pas d'accord. Donc du coup, elle bloque la possibilité de renouveler le contrat. Et on arrivait également en renouvellement de cartes professionnelles. Vous savez, les cartes professionnelles, c'est la carte T, la carte G. Donc là, ils avaient la carte T et G sur ce point de vente-là. Et ce point de vente-là, il a les caisses de garantie pour pouvoir obtenir cette carte professionnelle, des caisses de garantie sur la partie T et la partie G. Et ces caisses de garantie, comment elles fonctionnent ? Tous les ans, vous devez être réassuré sur l'année en cours, sur la partie caisse de garantie vente et caisse de garantie gestion. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Elle refuse l'approbation des comptes, donc on ne peut pas sortir le bilan convenablement, et donc c'est un document comptable qu'il faut pour les caisses de garantie. Les caisses de garantie, n'ayant pas les documents comptables, ne peuvent pas réassurer pour l'année à venir la structure, et donc on est en défaut d'assurance. Défaut d'assurance, la carte professionnelle tombe. Et donc derrière, vous voyez, le château de cartes commence à s'écrouler, puisque non-renouvellement de l'agence sous l'enseigne La Forêt. Derrière, plus de carte professionnelle pour pouvoir exercer. La structure, elle existe, mais elle n'a plus le droit de faire son métier. Et là, on arrive à une structure qui a déposé pour un divorce. Vous voyez, faites attention. C'est important de pouvoir préserver l'entreprise et ses intérêts. Donc, il faut toujours qu'il y ait un décideur. Et là, typiquement, quand on en a un qui veut détruire l'autre, vous voyez, la société n'a pas d'autre choix que d'aller dans le mur. Quand on est plusieurs associés, tous les associés doivent avoir accès à la carte professionnelle d'agent immobilier. La carte professionnelle d'agent immobilier, c'est quoi ? C'est ce qui permet à une personne physique de donner à une personne morale la possibilité d'être agent immobilier. Et donc, qu'est-ce qui peut se passer ? On peut être 2 associés et il n'y en a qu'un seul qui a la carte d'agent immobilier. Et celui qui a la carte d'agent immobilier, et si en plus on est sur du 50-50, lui il a le permis de conduire et c'est lui qui donne la possibilité à l'entreprise de pouvoir exercer. Si jamais il venait à décéder, c'est lui qui donne la possibilité à la carte professionnelle, son associé il n'a pas accès. Comment il fait ? Et nos actionnaires, les investisseurs, comment on fait ? Donc on a dû nommer un mandataire judiciaire, nommer un nouveau gérant et ainsi de suite. Je vous passe les palabres avec les enfants qui sont mineurs, qui héritent. Donc il y a un juge des tutelles, scénario très compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a réussi à revendre la structure, mais pas du tout au prix qu'elle valait. Et dans un temps, on a mis 18 mois pour pouvoir intervenir, et donc c'était quelque chose de très compliqué. Donc, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ? 2 possibilités. Première possibilité, celui qui reste avait accès à la carte et était gérant, donc vous étiez en système de co-gérance, s'il y en a un qui s'en va, l'autre reste, pas de problématique. On était en SAS, directeur général, président, vous voyez, pas de problématique de ce côté-là. Et autre cas de figure, imaginez qu'on en ait un fasse du chantage, un autre exemple de ce qui peut arriver. Moi, je suis celui qui est représentant légal. Mon associé, il n'a pas accès. Moi, je dis, je démissionne. Donc, j'écris à la CCI et je dis, je démissionne de mon poste. La structure, elle n'a plus personne. Et l'autre n'a pas accès. Et dans un délai où je démissionne, si je dois passer d'autres systèmes ou d'autres choses qui me permettent d'obtenir l'aptitude, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Donc, on risque d'avoir encore une fois du temps. Et le temps joue contre nous, puisqu'on a quelqu'un qui a acté et qui a dit « j'arrête et je démissionne ». Vous voyez, les problématiques que ça peut générer. Donc, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que chez La Forêt, on a très peu d'agences arrêtent leur activité brutalement. Et donc, c'est important de pouvoir se prémunir et de se dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire moi en tant que chef d'entreprise si je veux avoir des associés, un ou plusieurs, qu'est-ce que je dois faire ? 1, tout le monde a accès à la carte professionnelle. Derrière 2, il faut qu'il y en ait un qui soit majoritaire. Derrière 3, faites ce qu'on appelle un pack d'associés. Je ferai une vidéo sur le pack d'associés prochainement qui dit comment on rentre, comment on sort, comment on se paye. Et vous voyez, on établit sur le papier les règles de l'entreprise. Parce que si rien n'a été prévu, on ne peut pas reprocher à quelqu'un de ne pas avoir respecté les règles. Vous voyez, tous ces éléments-là, la création d'entreprise, c'est quelque chose de merveilleux. Mais il faut quand même penser, avant de créer l'entreprise, à se dire, est-ce que si jamais ça ne se passe pas bien, quelles sont mes portes et mes scénarios de sortie ? L'intérêt, c'est d'essayer de prévoir l'imprévisible. Et une fois qu'on a fait ça, derrière, on se concentre sur le déroulé, de faire du chiffre d'affaires et le maximum de chiffre d'affaires possible. Et tranquille.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On va vous donner d'autres exemples, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Des exemples comme ça, vous imaginez bien qu'en 17 ans, j'en ai plein. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Allez, à très vite, à bientôt.